Pour le groupe UMP, la parole est à Monsieur Pierre Lellouche. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de la Défense, Messieurs, Mesdames les ministres, Mesdames les Présidentes, mes chers collègues, il est des coïncidences qui n'en sont pas. Après la semaine tragique que nous venons de vivre, où notre pays s'est dressé debout après avoir été frappé au cœur dans ce que nous avons de plus sacré, de plus cher, nos valeurs de liberté, de tolérance, voici que le calendrier constitutionnel nous conduit à nous prononcer aujourd'hui sur le maintien ou non de notre action militaire en Irak que nous avons commencé début août dernier. Ce télescopage dans le temps et l'espace entre la défense de l'avant, au travers du combat contre l'État islamique en Irak et au Levant, et la défense de nos concitoyens contre l'agression terroriste ici même en France, résume parfaitement la situation sans précédent depuis la fin de la guerre froide à laquelle la France est désormais, et hélas pour longtemps, je le crains, confrontée. Car ceci, je le dis avec gravité, en ayant conscience que beaucoup répugnent encore à utiliser ce terme, mais j'ai été heureux d'entendre le Premier ministre l'utiliser tout à l'heure. Ceci est bien un état de guerre. Une guerre que nous n'avons ni voulu, ni choisi de livrer, une guerre sans équivalent dans l'histoire moderne, une guerre qui nous est déclarée tous les jours sur les réseaux sociaux, une guerre globale qui se déploie simultanément sur de multiples théâtres, du Mali au Sahel et à la Libye, de l'Afghanistan au Pakistan, du Nigeria au Yémen, au Cameroun, bien sûr en Syrie et en Irak. Une guerre qui frappe des dizaines de milliers de civils innocents de toute confession, d'abord dans les pays musulmans eux-mêmes qui en sont les premiers foyers, mais aussi en Occident, Boston, Ottawa, Londres, Sydney, Bruxelles, Joué-les-Tours, Nantes et bien sûr Toulouse et Paris aujourd'hui. Dans cette guerre contre le djihadisme mondialisé, mélange de barbarie moyenâgeuse et de high-tech du XXIe siècle, que colore d'un théâtre à l'autre des spécificités régionales et ethniques, la France se bat en première ligne. Elle le fait aujourd'hui même au Mali et à travers l'immense bande sahélo-saharienne. Elle le fait depuis plusieurs mois déjà en Irak au moyen d'éléments de sa force aérienne. Mes chers collègues, de même qu'hier, le groupe UMP avait soutenu sans réserve l'action exemplaire de nos soldats, auxquels je veux rendre hommage, au Mali et dans le Sahel. De même, nous soutiendrons d'une seule voix le maintien de notre engagement en Irak. Les raisons en sont limpides. Dois-je rappeler tout d'abord que nous sommes engagés en Irak à la demande du gouvernement légitime de Bagdad sur la base de la résolution 2170 du 15 août dernier du Conseil de sécurité des Nations Unies en application du chapitre 7, je cite, qui demande instamment à toutes les parties d'empêcher la poursuite des crimes contre l'humanité commis par les forces de l'État islamique et d'Al-Nosra contre les populations civiles, kurdes, yézidis et musulmanes au nord de l'Irak. Dois-je rappeler que notre intervention se situe dans le cadre d'une coalition internationale de 32 pays, dont 6 pays arabes. À toutes ces raisons, il n'est pas inutile de rappeler, hélas, les chaleureuses félicitations du porte-parole de l'État islamique à l'endroit des bouchers de Charlie Hebdo, qualifiés de héros, et le fait que le troisième tueur de Montrouge et de la Porte de Vincennes a revendiqué ces 5 meurtres au nom de l'État islamique et pour venger, je cite, l'action de la France contre l'État islamique. Dans ces conditions, c'est l'honneur et bien sûr le devoir de tout le monde ici, et bien sûr de l'opposition républicaine, d'apporter son soutien total à nos soldats engagés en Irak. La France n'a ni l'option de la neutralité, ni celle plus déshonorante encore d'un retrait honteux dans l'espoir illusoire de nous protéger. Mes chers collègues, l'impératif d'un consensus bipartisan sur notre engagement en Irak ne doit cependant pas nous interdire d'apporter nos propres réflexions sur la stratégie et les moyens engagés dans cette opération et plus généralement sur la conduite par la France de la guerre à laquelle elle est désormais confrontée. Car l'intervention en Irak, même relativement modeste, même dans le cadre d'une coalition, est lourde de risques sérieux, surtout si l'on n'a pas pris l'exacte mesure des enjeux de ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient et dans le monde arabo-musulman. Le premier risque, en effet, est celui de la sous-estimation. Ce qui se passe au Proche-Orient et singulièrement en Syrie et en Irak, après le double choc des révolutions arabes et la troisième guerre d'Irak, je veux parler de celle de George Bush Jr., n'est ni plus ni moins que l'implosion du système des États et des frontières
tel que conçu il y a un siècle au lendemain de la Première Guerre mondiale sur la base du partage franco-britannique, les accords Sykes-Picot des dépouilles de l'Empire ottoman. La Syrie, multiethnique et multiconfessionnelle telle que sortie du mandat français, a essentiellement, mesdames et messieurs, cessé d'exister. Et nul ne sait demain ce qui émergera de ce cratère de ruines, de ces millions de Syriens réfugiés en Jordanie, au Liban et jusqu'aux côtes de l'Italie. Quant à l'Irak, tel que conçu par ses géniteurs britanniques en 1920, c'est-à-dire un État dominé par les élites issues de la minorité arabo-sunnite, marginalisant la majorité chiite et déniant aux Kurdes le droit à l'autodétermination qui leur avait pourtant été promis avant le traité de Sèvres, cet État-là, qui avait perduré de Qassem à Saddam Hussein, a lui aussi, mesdames et messieurs, de facto cessé d'exister. L'Irak a aujourd'hui éclaté en 3 morceaux ethniques et religieux, et en fait, sinon en droit, le Kurdistan est à présent indépendant. Il lève et vend son pétrole, et ce sont les Peshmerga qui se battent dans le Singar, soutenus par l'aviation occidentale et par les armes que nous leur avons livrées, monsieur le ministre. L'Irak de Bagdad est désormais chiite, tout comme ce qui reste aujourd'hui de l'armée irakienne, qu'on a vu se débander en masse au mois de juin dernier face à des djihadistes sunnites de l'État islamique, pourtant 6 fois moins nombreux. Quant aux régions sunnites, ce sont elles qui fournissent, grâce aux tribus et aux anciens cadres civils et militaires baassistes, aujourd'hui salafistes, le cœur de l'État islamique dirigé par Bagdadi. Car cet État islamique, et c'est là que mon analyse diffère de ce que j'ai entendu de M. Leroux, cet État islamique en est un ou en phase de l'être. Il contrôle le tiers de l'Irak, la partie orientale de la Syrie, des villes et des puits de pétrole. Il est puissamment armé et financé de l'extérieur. Il reçoit chaque mois 1000 djihadistes supplémentaires venus de l'étranger qui s'ajoutent à ses 35 000 combattants. On comprend dès lors les limites d'une intervention aérienne, même conséquente, d'autant qu'après les succès initiaux remportés dans le Singar, les forces de Daesh se sont repliées dans les villes, ce qui rend beaucoup plus complexe les missions de bombardement, sauf à accroître encore le nombre des victimes parmi les populations civiles. À terme, tout va donc dépendre de la capacité du gouvernement de Bagdad de s'entendre avec la minorité sunnite afin de retourner les unes après les autres les tribus qui soutiennent l'État islamique. Et pour qui connaît l'histoire sanglante de l'Irak, la conquête britannique entre 1914 et 1917 avait coûté 100 000 morts à l'armée britannique et l'occupation américaine 4 500 morts et 4 000 milliards de dollars en 10 ans. Pour qui connaît cette histoire, disons que les perspectives d'un succès rapide par la seule action de l'arme aérienne paraissent pour le moins hypothétiques. C'est donc un conflit long, à l'issue incertaine auquel il faut nous préparer, un conflit dont nous n'avons pas fini de subir par ailleurs les retombées terroristes en Europe et en France. Et là-dessus, le Président de la République, le Premier ministre ont absolument raison. Pour l'heure, notre engagement demeure modeste, une quinzaine d'avions de combat, une frégate, 10% en gros de l'effort de la coalition, et il est relativement peu coûteux, c'est le surcoût des Mirage en Jordanie et l'engagement du Charles de Gaulle. Mais la modestie relative de cet engagement comporte aussi, Monsieur le Premier ministre, un coût politique, celui du suivisme. C'est le deuxième risque d'une politique américaine pour le moins erratique dans cette partie du monde. Qui ne se souvient, par exemple, du brusque revirement du président Obama à l'été 2013, lorsqu'il fut décidé à Washington de ne plus punir Bachar el-Assad pour l'emploi des armes chimiques contre son peuple, laissant la France de M. Hollande dans une situation, disons, pour le moins embarrassante. Et qui peut dire aujourd'hui, dans une Amérique libérée de toute dépendance énergétique grâce à son gaz et son pétrole de schiste, et qui se rapproche de l'Iran, quelle sera, après Obama, la politique américaine à l'égard du monde arabo-sunnite? Entre un pôle chiite stable, piloté par l'Iran, et un monde sunnite divisé et déchiré par le salafisme, qui sait de quel côté l'Amérique penchera demain? Le risque pour la France, et c'est le troisième, est d'autant plus réel qu'on peine à entrevoir les contours d'une stratégie autonome de la France dans cette région du monde. Nous voulions hier bombarder le régime alawite de Bachar el-Assad et soutenir militairement la résistance dite modérée. Aujourd'hui, la France veut être à la fois contre Daesh et contre Bachar, soit, mais alors comment combattre un adversaire, l'État islamique, présent des deux côtés de la frontière, et comment, dans ces conditions, sauver le Liban et la Jordanie du chaos existentiel qui les menace à court terme, alors que, par ailleurs, nous refusons de dialoguer sérieusement de ces questions avec deux autres acteurs clés, la Russie et l'Iran.
Entre les incertitudes américaines et l'émergence de nouveaux rapports de force dans l'ensemble de la région, il y a pourtant place pour une grande politique étrangère française qui pourrait entraîner avec nous les partenaires européens, à condition d'engager une réflexion en profondeur sur le devenir de l'ensemble de la région et de ses 4 États clés, l'Irak, la Jordanie, le Liban et la Syrie. Le 4e risque vous concerne directement, Monsieur Le Drian. C'est un travers que nous connaissons trop bien chez nous, c'est l'inadéquation entre les ambitions et les moyens. Le chiffre magique de 31,4 milliards d'euros est tout simplement insuffisant pour remplir les missions confiées à nos forces armées sur les différents théâtres d'opération. Peut-on à la fois protéger le Mali, sécuriser le Sahel, reconstruire la Centrafrique, combattre l'État islamique, désormais protéger les Français ici même en France, avec un budget qui ne cesse de se réduire en peau de chagrin? Cette année, vous le savez mieux que personne, on aura 1 milliard d'euros de surcoût pour les OPEX, 3,5 milliards de factures impayées, 2,5 milliards de ressources exceptionnelles qui ne verront pas le jour, c'est-à-dire au total pas loin de 7 milliards d'euros, Monsieur le Ministre, c'est-à-dire une annuité complète d'équipement de l'armée française hors nucléaire. Pourtant, notre action en Irak, l'actualité récente nous y invite, doit avoir désormais pour priorité absolue un impératif de défense strictement nationale. C'est ce qui a été dit tout à l'heure par le Premier ministre. Mieux connaître les filières de combattants djihadistes d'Europe et de France et les stopper et les détruire. Mieux coordonner la défense de l'avant et la défense du territoire en termes de renseignement, de politique stratégique. Autant de tâches qui restent à accomplir et qui doivent aller de pair avec le renforcement indispensable des moyens de lutte contre le terrorisme à l'intérieur, amélioration du renseignement, renforcement de la législation, comme nous l'avions suggéré en vain lors de la discussion de la loi Cazeneuve, je termine, il y a quelques semaines. Il faut espérer que sur l'ensemble de ces points, l'extraordinaire mobilisation de notre pays dimanche dernier permette d'avancer sur la base d'un consensus bipartisan. Après l'émotion et la compassion, le temps de l'action est venu. Alors oui, mes chers collègues, l'UMP votera avec fermeté, mais vous l'avez compris, avec lucidité, la prolongation de l'opération Chamal en Irak, dans l'espoir que celle-ci favorisera à terme et la stabilisation de la région et l'éradication de la menace terroriste sur notre propre sol. Merci de votre attention. Merci.